Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le décès de l'ancien Premier ministre du Gabon, Casimir Oyemba. Il s'est éteint ce 16 septembre à l'âge de 79 ans. L'ancien gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale avait contracté une forme sévère du coronavirus. L'appel au dialogue lancé par le Conseil de sécurité de l'ONU au sujet du grand barrage de la Renaissance. Un projet controversé, source de discorde entre le Soudan, l'Éthiopie et l'Égypte. Les trois pays ont été invités à reprendre les discussions sous l'égide de l'Union africaine. Et puis J-2, avant l'ouverture du sommet sur l'investissement pour la santé en Afrique. Cette initiative est le fruit d'un partenariat entre la Commission économique pour l'Afrique et la Coalition africaine des entreprises pour la santé notamment. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, il avait 84 ans. L'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika est décédé ce vendredi 17 septembre à son lieu de résidence. Une information divulguée par la télévision nationale qui cite un communiqué de la présidence de la République. Élu pour la première fois en 1999, l'ancien chef de l'État déchu a passé 20 ans à la tête du pays. Mais en avril 2019, celui qui voulait briguer un 5e mandat est contraint de démissionner. L'armée et le mouvement du Irak ont précipité sa chute. Depuis sa démission, l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, qui avait été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2013, ne donnait plus aucune nouvelle. C'était une figure majeure de la vie politique gabonaise. L'ancien Premier ministre Casimir Oyemba est décédé ce 16 septembre des suites d'une forme sévère du coronavirus. Chef du gouvernement de 1990 à 1994 sous la présidence d'Omar Bongo Ondimba, Casimir Oyemba s'est éteint à l'âge de 79 ans. Roberto Bogbe. Les hommages fusent. En prime, un tweet du président de la République du Gabon pour saluer la mémoire de Casimir Oyemba, l'ancien premier ministre gabonais sous Omar Bongo, dont la disparition a été annoncée ce 16 septembre. L'économiste formé en France y est décédé à 79 ans. La cause, des complications dues au Covid-19 après son évacuation de Libreville à l'hôpital Paris-Saint-Joseph. Après la conférence nationale de 1990, Casimir Oyemba, à peine nommé Premier ministre, à la surprise de tout le monde, parce qu'il venait de la Banque des États de l'Afrique centrale en tant que gouverneur, les Gabonais ont découvert un homme, un technocrate, un Premier ministre qui maîtrisait tous les aspects économiques, et qui était droit dans ses bottes devant les députés à l'Assemblée nationale parce qu'il comptait sur sa majorité. La nouvelle du décès de Casimir Oyemba a attristé le peuple gabonais dans sa majorité. D'un tempérament modéré, diront beaucoup de ses proches, et le verbe franc mais courtois, Casimir Oyemba avait envisagé de briguer la magistrature suprême en 2009, puis en 2016. Mais à chaque fois, il avait fini par se mettre en retrait. Lors de la dernière présidentielle, il avait apporté son soutien à Jean Ping, désigné candidat unique de l'opposition, face au président sortant, Ali Bongo Ondimba. Casimir Oyemba a dû affronter l'émotion de censure et heureusement qu'il avait une majorité confortable. Il a dû résister. Casimir Oyemba, c'était un excellent débatteur. Et il était bon technocrate à tous les niveaux. Il répondait à toutes les sollicitations et ce qui lui a valu beaucoup de critiques. Et un autre point faible qu'il a dû traîner jusqu'à sa mort, c'est son revirement quand il s'est présenté aux élections présidentielles de 2009. Le fait de retirer sa candidature lui a valu beaucoup de critiques. Gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale de 1978 à 1990, vice-président de l'Union nationale, un parti de l'opposition, Casimir Oyemba était une figure majeure de la scène politique et économique dans son pays. C'était pour beaucoup une personnalité très respectée par ses concitoyens. L'actualité, c'est aussi l'arrestation ce vendredi 17 septembre de plusieurs manifestants au Sénégal. Ils se sont rassemblés à la place de la Nation en réponse à l'appel lancé par le collectif Nous Lank.
Leur objectif, protester contre la vie chère. Mais les forces de l'ordre ont été déployées pour faire respecter l'arrêté du préfet de Dakar. Le préfet Mortalatine avait en effet interdit la marche pour plusieurs raisons. Le contexte de crise sanitaire notamment, mais aussi le risque de troubles à l'ordre public ou encore l'entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Si le gouvernement avait consenti à baisser les prix de certaines denrées alimentaires comme le riz, ces baisses restent insuffisantes pour certains mouvements citoyens. Le différend qui entoure le projet du grand barrage de la Renaissance était de nouveau au cœur d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce 15 septembre, l'organe onusien a adopté une déclaration dans laquelle il a encouragé l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan à reprendre les discussions sous l'égide de l'Union africaine. Cette nouvelle tentative de parvenir à un accord intervient à l'heure où l'Éthiopie a déjà achevé la seconde phase de remplissage du barrage. Roberto Bogui. Un accord mutuellement acceptable et contraignant sur le remplissage et l'exploitation du grand barrage éthiopien de la Renaissance dans un délai raisonnable. Tel est le pacte que prescrit le Conseil de sécurité de l'ONU. Les membres de l'organe suprême de sécurité des Nations Unies invitent également tous les observateurs qui seraient acceptables pour les trois parties au projet contesté à continuer de soutenir les négociations en vue de faciliter la résolution des questions techniques et juridiques en suspens. La mise en œuvre du barrage de la Renaissance est un sujet sensible pour tous ces pays, principalement pour l'Égypte et pour l'Éthiopie, pour des raisons assez essentielles de débit d'eau sur le Nil. L'Égypte n'existerait pas s'il n'y avait pas de Nil, d'où la rigidité de l'Égypte quant à un accord coercitif contraignant pour tous les trois pays. Le Conseil de sécurité appelle les trois protagonistes que sont l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan à faire avancer le processus dirigé par l'Union africaine. Le barrage de la Renaissance a fait l'objet d'une réunion du Conseil de sécurité début juillet 2021. Problème, l'Éthiopie critique toute implication de l'organe des Nations Unies et affirme que l'Union africaine était mieux placée pour aider à résoudre le conflit. L'Union africaine est beaucoup plus flexible, l'Union africaine est moins coercitive, l'Union africaine n'est pas aussi rigide que les Nations Unies qui veulent un traité, qui veulent un test juridique qui s'impose. L'Union africaine parle beaucoup plus d'un guideline. Mais je pense qu'il faudrait rapprocher les deux vues. Il faudrait arriver à un document qui non seulement est contraignant, mais qui est accepté par les deux pays. Ces pourparlers sont les énièmes du genre en vue de trouver une issue à cette impasse. Rendu public le 31 mars 2011, en pleine résolution du conflit, la construction du barrage de la Renaissance, débuté en 2011, devrait durer jusqu'en 2022. Il devrait être la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique, avec une puissance installée de 5150 MW. Le retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo se précise. Ce 15 septembre, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé la cérémonie de signature du plan de transition relatif au départ de la mission onusienne. Ce plan, qui compte 18 points, devrait ensuite être présenté au Conseil de sécurité de l'ONU. Plus de précisions dans ce sujet de Nathalie. Le départ progressif de la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, la MONUSCO, est acté. Signature ce 15 septembre 2021 du plan de transition pour le départ échelonné de la MONUSCO de la République démocratique du Congo. Ce document donne des indicateurs clairs sur le retrait de la mission onusienne. Nous avions plusieurs thématiques, la protection des civils, le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion sociale, ainsi que les réformes institutionnelles. Et donc nous sommes arrivés sur un plan bien précis qui concerne ce retrait. Le retrait progressif est responsable de la MONUSCO, tout un programme pour la RD Congo en proie aux conflits armés. Préalablement au départ de cette mission onusienne installée depuis le 30 novembre 1999, le gouvernement congolais travaille à garantir la sécurité des civils. Un programme de désarmement doit être lancé en vue de la fin de la MONUSCO à l'horizon 2024. Il y a 18 jalons
et beaucoup d'indicateurs qui expliquent comment le travail doit être fait, donc mis en œuvre pour qu'à un moment donné, la mission qui s'appelle MONUSCO puisse partir de façon graduelle, responsable et durable de la République démocratique du Congo. En ligne avec la stratégie conjointe pour le retrait progressif de la MONUSCO, la mission de paix a cessé ses activités dans la grande région du Kasaï le 30 juin 2021. Cependant, le départ des casques bleus ne signifie pas la fin de la présence onusienne, a rassuré la diplomate Bintou Keïta. Il doit se tenir le 20 septembre. Entreprises, gouvernements ou encore philanthropes seront bientôt réunis à l'occasion du sommet sur l'investissement pour la santé en Afrique. À l'heure où la pandémie de coronavirus a mis à rude épreuve les systèmes de santé du continent, cette initiative vise à mobiliser davantage de fonds en vue de renforcer la capacité de production de médicaments. Les détails avec Victoria Sedji. L'Afrique importe plus de 97% des médicaments et des équipements médicaux dont elle a besoin, selon la CEA, Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Un fait qui montre que les lacunes en termes de capacité de fabrication locale sont profondes. Pour répondre à ce défi, la CEA a formé un partenariat avec la ABC Health, Coalition des entreprises africaines pour la santé, en vue de mettre en place l'initiative pharmaceutique ancrée dans la ZLECAf en Afrique de l'Ouest et par la suite sur le reste du continent. L'initiative sera lancée le 20 septembre 2021 lors d'un sommet virtuel de haut niveau intitulé « Sommet africain sur l'investissement pour la santé ». La population combinée de plus de 411 millions de personnes vivant dans 17 pays et territoires à travers l'Afrique de l'Ouest porte un lourd fardeau de l'extrême pauvreté et de la maladie. Le renforcement des capacités de production locale nécessite un engagement à long terme des secteurs publics et privés africains. Ces engagements devraient viser à favoriser un écosystème pour atteindre des objectifs clés. L'objectif du sommet africain sur l'investissement est de créer un schéma directeur pour la production locale de médicaments et d'équipements médicaux en s'inspirant des leçons de l'initiative pharmaceutique mère. Le binôme CEA-ABC Health veut arriver à mobiliser une expertise viable pour transformer profondément le secteur de la santé. À cette rencontre, elle veut susciter auprès des chefs d'entreprise au niveau régional et mondial une prise de décision stratégique et de la détermination en vue de débloquer des investissements. Je pense que cela va être un premier point pour pouvoir mettre en place des politiques de financement et surtout appuyer les laboratoires quand on sait que malheureusement en Afrique, les laboratoires privés n'ont pas assez de fonds publics. Donc je pense que l'initiative de faire rencontrer ces acteurs est un premier pas qui va permettre non seulement de pouvoir faire rencontrer des experts, favoriser les interéchanges, mais peut-être aussi éventuellement pouvoir mettre en place des politiques de financement. Le sommet africain sur l'investissement pour la santé du 20 septembre se tiendra en marge de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Il a lieu en pleine campagne vaccinale contre le Covid-19. D'après les données de l'Organisation mondiale de la santé, seuls 2 pays africains ont atteint l'objectif de 40%, soit le niveau le plus bas de toutes les régions du monde en termes de couverture vaccinale. À l'échelle du continent africain, la vaccination contre le coronavirus tourne au ralenti. Ce 14 septembre, l'Organisation mondiale de la santé a estimé que l'Afrique, qui ne représente que 2% des plus de 5 milliards de doses de vaccins administrées dans le monde, est laissée pour compte. L'agence onusienne a également alerté ce jeudi que le continent va manquer de près de 500 millions de doses. Mildred Yamou. L'Organisation mondiale de la santé met en garde contre les inégalités vaccinales. Selon les derniers chiffres de l'institution, l'Afrique ne représente que 2% des plus de 5,7 milliards de doses de vaccins anti-Covid-19 administrés à travers le monde. Pourtant, l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé est de vacciner au moins 40% de la population de chaque pays d'ici la fin 2021 et 70% d'ici 2022. Ce n'est pas parce que les pays africains n'ont pas la capacité ou l'expérience de déployer les vaccins contre la Covid-19. C'est parce qu'ils ont été laissés pour compte par le reste du monde. Plus l'inégalité vaccinale persiste, plus le virus continuera à circuler et à muter, plus les perturbations sociales et économiques persisteront et plus les chances d'apparition des variants qui rendent les vaccins moins efficaces seront grandes.
Les données de l'Organisation mondiale de la santé indiquent que seuls 2 pays africains ont atteint l'objectif de 40%, soit le niveau le plus bas de toutes les régions. À ce jour, plus de 260 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 ont été livrées à 141 pays à travers le mécanisme COVAX initié par l'institution et ses partenaires en 2020. D'après le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, moins de 3,5% d'Africains ont été vaccinés contre le Covid-19, ce qui est loin de l'objectif officiel de 60%. Si on devait résumer les 3 mots qui peuvent résurger dans cette situation, je dirais qu'il y a le mot disparité. Disparité par rapport aux différents pays africains, ceux qui sont habitués à traiter des pandémies et ceux qui ne sont pas habitués, qui ont d'autres maladies, d'autres pandémies telles que le VIH. Ensuite, je parlerai de la peur. La peur par rapport à la désinformation, la peur par rapport à la mésinformation. Les populations n'ont pas toujours le même rapport à la vaccination que dans les pays occidentaux. La COVID-19 est venue montrer l'enjeu de sécurité sanitaire en Afrique et diplomatie sanitaire. Aujourd'hui, la coopération Nord-Sud doit se renforcer à travers cette sécurité vaccinale pour les populations africaines et ensuite à travers la diplomatie sanitaire. Il faut que les populations africaines sachent qu'elles sont traitées de la même manière que les populations occidentales. Alors que de nombreux pays à revenus élevés continuent de contrôler l'approvisionnement mondial en vaccins, l'Organisation mondiale de la santé et l'Union africaine exhortent les pays à respecter les lignes de programmes vaccinaux et à faciliter le partage des technologies et de la propriété intellectuelle. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.